Bien, dans le cadre de notre aparté, aujourd'hui nous allons parler avec le docteur Hichem Chenassia, qui est médecin du sport à Nice, de la place en fait du PRP et des ondes de choc dans les pathologies de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Alors, qu'en est-il au niveau du PRP, dont on sait que les facteurs de croissance vont permettre de stimuler les fibroblastes, de développer le collagène et ensuite de faire des cicatrisations tendineuses. Qu'en est-il dans la pathologie de la coiffe des rotateurs? Alors dans la pathologie de la coiffe des rotateurs, on retrouve un peu tous les éléments que tu viens de citer, c'est-à-dire que le PRP va être un stimulateur de la régénération, donc va être un stimulateur en fait de la cicatrisation. Et dans cette cicatrisation, il va y avoir de nombreux éléments qui vont avoir, de nombreuses étapes. Donc la première, ça va être effectivement une étape d'hémostase où on va avoir les plaquettes en elles-mêmes qui vont faire une sorte de caillot à l'intérieur des fissurations, donc pour combler les trous à l'intérieur des tendons, qui sont souvent du fait qu'ils ont hyper sollicité ou rarement traumatiques, mais qui se sont un peu fissurés, et c'est l'état un peu avant la rupture. C'est pour ça que c'est une très bonne indication, les fissures pour le plasma riche en plaquettes. Une fois que le clot a fait ce petit caillot, comme une petite cicatrice sur une peau, du coup ils vont relarguer des facteurs de croissance qui, elles, vont aller stimuler la cicatrisation et vont stimuler surtout une phase dite au début inflammatoire qui est importante. C'est pour ça que les anti-inflammatoires sont contraires au concept du PRP, donc il ne faut pas en mettre, il faut laisser la bonne inflammation se passer. Et cette inflammation va avoir une sorte de chémotractisme au niveau de certaines cellules qui vont aller à l'intérieur du tendon, à l'intérieur des lésions et qui vont effectivement se transformer, dont certaines sont des fibroblastes, vont se transformer petit à petit en ténocytes et vont donner des nouvelles cellules. Et ces nouvelles cellules du tendon vont fabriquer le collagène qui est vraiment la corde qui permet au tendon de tenir. Et on va avoir un nouveau tendon qui va se faire, mais ce qui est aussi très important après la phase de plasma riche en plaquettes, c'est qu'il faut restructurer ces tendons. Donc après cette phase de régénération, il faut restructurer. C'est là le travail du kiné qui est très important. Pourquoi? Parce que nous, on va remettre un tendon natif, mais qui ne sait pas dans quel sens s'étirer, et surtout qu'on le met un peu au repos pour aider la cicatrisation à se passer. Et le kiné va venir faire un travail d'excentrique et d'autres travaux pour justement redonner de l'élan. Voilà, réorganiser en fait le parallélisme des fibres. Qu'en est-il par exemple dans les lésions du supraépineux, mais sur la face profonde, parce que des fois on a des lésions superficielles, mais aussi on a des faces profondes. Qu'en est-il? Alors en fait, sur la coiffe, on a plusieurs lésions. On a des lésions sur la face superficielle, des lésions interstitielles, donc entre les faisceaux, et des lésions sur la face profonde. Alors c'est vrai que le PRP, il est dit marcher très très bien dans les phases interstitielles. Pourquoi? Parce que le plasma qu'on va injecter va rester entre les deux faisceaux, donc va rester dans la fissure. Sur les phases superficielles, il va quand même avoir une action parce qu'il a des propriétés pro-inflammatoire, mais d'activer la bonne inflammation qui va permettre de cicatriser les tissus. Et dans la partie effectivement sous-jacente, c'est-à-dire la partie profonde du tendon, il va y avoir une diffusion dans l'articulation, mais il va y avoir une stimulation quand même de la cicatrisation, puisqu'en fait, la capsule, le tendon vont faire un ensemble qui va faire le toit de l'articulation, et donc d'injecter le PRP à cet endroit-là va aider à cicatriser. C'est sûr que là où on a le maximum d'action, c'est dans les fissures interstitielles, mais le PRP va avoir quand même une bonne indication sur la face profonde et sur la face superficielle. Et qu'en est-il des injections intra-articulaires sur une omarthrose, par exemple débutante? Est-ce que tu vas faire des injections de PRP? Oui, c'est devenu maintenant un peu le gold standard. C'est devenu le gold standard un peu à l'international. On voit que dans toutes les méta-analyses récentes, avec des études qui ont été bien faites, on voit que le PRP a une meilleure action que l'acide hyaluronique et a une meilleure action à long terme que la cortisone. La cortisone va avoir un effet à court terme antalgique, mais ne va pas permettre effectivement d'améliorer la situation, alors que le PRP va avoir quand même un effet de régulation de cette inflammation qui entraîne la dégradation du cartilage, et donc sur le plus long terme va avoir une meilleure action que la cortisone. Donc à l'heure du jour, on a plusieurs, c'est vrai, armes à notre actif sur l'arthrose. La première, effectivement, c'est la cortisone pour soulager, mais qui ne guérit pas. La deuxième, c'est l'acide hyaluronique qui permet de lubrifier l'articulation. Et la troisième, c'est le PRP. Et après, la quatrième, les cellules souches, qui, elles, vont permettre d'avoir quand même une action de régénération, même si le PRP ne permet pas de régénérer le cartilage, il en répare un peu. Et les cellules souches, elles, le but maintenant, c'est qu'elles nous permettent de régénérer ce cartilage. On a un peu des résultats
qui vont dans ce sens, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a toujours un peu de rééducation prescrite après. Alors après les PRP, quel est le délai par exemple sur un tendon fissuré? Est-ce qu'on attend 8 jours, 15 jours? Parce que là, il n'y a pas non plus de consensus sur la date de reprise, comme sur la cryothérapie ou choses comme ça. Exactement. Alors nous, on a un protocole particulier, mais c'est vrai qu'on a beaucoup discuté le protocole. La première des choses, c'est savoir si on immobilise ou on n'immobilise pas. Alors, nous, on a pris le parti de ne pas immobiliser parce qu'on a besoin que c'est un tissu vivant, on a besoin qu'il y ait de la fonction et qu'il n'y ait pas d'ankylose. Donc d'emblée, ce qu'on fait, c'est qu'on n'immobilise pas. À la différence de certaines équipes qui argumentent aussi pour l'immobilisation en disant elles optimisent cette petite phase de cicatrisation. En tout cas, dans tous les cas, c'est un consensus que ça doit être très court terme, quelques jours pour permettre juste la cicatrisation et la coagulation de se faire. Ensuite, nous, on va avoir deux éléments de rééducation en parallèle. Un premier élément qui va permettre d'améliorer la cicatrisation. Comment on améliore la cicatrisation? Il y a plusieurs traitements qui le permettent, plusieurs traitements de physiothérapie qui sont le laser thérapie de faible intensité qui va avoir une action pro-inflammatoire et légèrement anti-inflammatoire et pro-cicatrisante. Et on va avoir l'oxygénothérapie hyperbare. On va mettre le patient dans une sorte de caisson pour optimiser sa capacité de cicatrisation. Donc on a optimisé l'oxygène, on a optimisé le stimulus de lumière et on va avoir une action avec des micronutriments. Donc on va faire des prescriptions de micronutriments qui vont l'aider à cicatriser. Et si vraiment on voit qu'il y a beaucoup de retard, on peut faire même des petits patchs de nitré qui vont augmenter la vasodilatation. Donc tout ça, c'est la partie physiothérapie entre guillemets. Et on va avoir toute la partie rééducation qu'on va segmenter. Et on va aller... Alors, il n'y a pas vraiment de délai parce qu'en fait, nous, on va beaucoup l'adapter aux personnes. Donc, on va beaucoup l'adapter s'il est sportif, s'il est personne lambda ou s'il est sportif amateur. Parce qu'effectivement, on va avoir envie d'avoir un retour to train, un retour to play le plus rapide possible. Donc, le but, c'est de se dire quelle phase va nous permettre de permettre une bonne cicatrisation. La première, ce sera quand même du repos, avec effectivement du RICE ou du Pits and Love, des protocoles de ce type-là. Ensuite, très rapidement, on va commencer de l'isométrique, isocentrique, isométrique, où on va stimuler un peu les muscles, garder cette fonction musculaire, garder les échanges d'informations entre les tissus. Et très rapidement, on va essayer de le remettre en excentrique. On ne veut pas y aller trop vite, mais on sait que sur un sportif, vers la 2e, 3e semaine, on va pouvoir. Chez un non-sportif, plutôt vers la 3e, 4e semaine. Mais c'est vrai qu'on sait que plus vite on arrive sur cette phase où on redonne de la structure au tendon, mieux c'est, tout en observant deux choses. La douleur et donc le patient, c'est ça qui nous permet d'adapter, et l'échographie sur le tendon qui va nous permettre de dire la lésion est en cours de cicatrisation, on peut attaquer. Si on voit que le tendon est trop fragile, on va retarder les étapes. Et c'est vrai que le travail excentrique, pour nous, c'est important. C'est comme dans les lésions musculaires, c'est une réorganisation par ce travail excentrique. Bon, on a fait le point sur le PRP, maintenant sur les ondes de choc. Alors, personnellement, j'ai l'appareil d'onde de choc et je me donne des limites difficiles, par exemple, sur un supraépineux lorsqu'il y a une calcification. Parce que la problématique que je pose, et je te pose la question, c'est que déjà, c'est pouvoir taper au bon endroit. Et que normalement, il faut, à mon avis, avoir l'écho pour pouvoir taper au bon endroit. Et deuxièmement, on sait qu'on a des problématiques avec les calcifications, parce que quelquefois, c'est des calcifications dures, ou quelquefois, c'est des calcifications comme un tube de dentifrice quand on appuie, puisqu'on le voit dans les ponctions de trituration. Alors, est-ce que moi, personnellement, si on me dit c'est du mou, je ne vais pas taper dedans. Si c'est du dur, je tape. Quel est ton avis là-dessus ? Alors en fait, tu l'as bien résumé, il y a plusieurs pathologies dans la tendinopathie calcifiante et il faut bien choisir. La première des choses, c'est la première marche, c'est quelle va être notre stratégie de prise en charge. Donc quel est le type de calcification ? Le type de calcification, déjà quand elles seront supracentimétriques, quand elles font plus d'1 centimètre, on va en premier lieu opter pour la trituration, donc d'aller la ponctionner, la vider. Ensuite, quand elles sont moins d'1 centimètre, on va regarder deux choses. Est-ce qu'il y a un cône d'ombre, donc est-ce que c'est des calcifications dures, ou est-ce qu'il n'y a pas de cône d'ombre et c'est des calcifications molles. Effectivement, c'est des calcifications molles, la ponction peut être aussi envisagée parce qu'elle sort toute seule et on soulage très rapidement le patient. Et quand c'est des calcifications dures, faire des ondes de choc, et c'est là où c'est très pertinent. Ensuite, effectivement, tu as raison, il faut le faire sous échographie. Donc nous, on a formé nos kinés à faire de l'échographie puisque leur décret de compétence a évolué dans ce sens. Et donc maintenant, les médecins sont en arrière-plan et le kiné n'appelle le médecin que quand il a vraiment besoin ou qu'il a un doute sur une fissure, une rupture. Et là, le médecin va intervenir. Mais sinon, les kinés ont acquis une autonomie sur la pratique de l'échographie
pour accompagner les ondes de choc. Et effectivement, nous, on va utiliser plutôt donc des ondes de choc focales pour effectivement fragmenter cette calcification et on a globalement d'assez bons résultats. Alors ça, c'est pour les calcifications, mais est-ce que sur les tendinopathies, tu es partisan de l'onde de choc? Là encore, ça va être quelle est notre stratégie initiale, quelle est ma lésion. Sur une tendinopathie qui est fissuraire, non. Non, moi je ne le fais pas. Tout à fait. Sur une tendinopathie classique corporelle avec un épaississement, oui, on peut faire, mais quel va être notre objectif? Autant dans la calcification, on a un objectif de fragmenter la calcification, autant dans la tendinopathie corporelle, le but c'est d'aller faire des micro-trous dû à la cavitation. Et donc dans ces micro-trous, on va agresser un peu le tendon qui va se mettre à se réparer. Et donc, on va favoriser la néovascularisation et on va favoriser la réparation du tissu. Donc oui, dans la corporelle et dans la tendinopathie calcifiante, ce sont de très bonnes indications. Eh bien, parfait, on a fait le point sur ces PRP et ces zones de choc. Je te remercie beaucoup. Au revoir Hichem.